Section 5.1.5, dernière section de la sous-section 5.1. On parle ici d'un dernier test qu'on va faire ensemble, le test de la dérivée seconde. Et ce test-là a encore pour but d'aller vérifier est-ce que notre valeur critique est un maximum ou un minimum. On va voir que cette façon-là d'arriver à la solution a plus de restrictions, dans le sens où ça se pourrait que notre test de la dérivée seconde soit inutile dans certains cas. On va en voir un très rapidement là, en lisant notre description, la condition du théorème, et on va en voir un second lorsqu'on va arriver à une situation particulière sur notre dérivée seconde. Donc ce test-là va comme suit. On se donne une fonction f de x qui est telle que la fonction f' de x et la fonction f' de x existent pour tout x dans l'intervalle de la fonction AB. Et on veut que sur cet intervalle, il y ait une valeur c qui fait en sorte que notre dérivée première est égale à 0. Donc là, ces conditions-là, ça décrit finalement une valeur critique qui annule la dérivée. On ne parle jamais de valeurs critiques qui font en sorte que la dérivée n'existe pas. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une première restriction pour notre test de la dérivée seconde. Si vous avez une seconde dérivée qui n'existe pas en un point, vous ne pouvez absolument pas utiliser la dérivée seconde. Ce qui veut dire que si jamais votre dérivée n'existe pas en un point, il va falloir utiliser le test de la dérivée première dans notre tableau des valeurs, dans le tableau des signes. Suite de ça, si on a ces conditions-là qui sont remplies, on a deux possibilités. Soit la seconde dérivée de f évaluée en c est négative. À ce moment-là, on a un maximum relatif. Si cette seconde dérivée-là évaluée en c est positive, on se retrouve avec un minimum relatif. On va voir tantôt dans un exemple que lorsque la dérivée seconde est égale à 0, il n'y a rien qu'on peut faire. On ne peut pas utiliser le test de la dérivée seconde pour solutionner notre problème. On regarde un exemple, puis on essaie de voir où est-ce que ça va se situer dans ce cas-ci. Donc, exemple 5.10, f de x est égal à x à la 4 moins 2x au carré sur les réels. Dans ce cas-ci, on cherche les max et les minimums. On essaie d'éviter le tableau des signes ici. Donc, on va aller chercher notre dérivée première, dérivée seconde, chercher nos valeurs critiques, puis essayer de voir où est-ce que on peut aller trouver des maximums ou des minimums. Donc, première dérivée, f' de x. Comme f de x est égal à x à la 4 moins 2x carré, notre première dérivée est égale à 4x à la 3 moins 4x. On a vu cette fonction-là tantôt. On est arrivé à 4x fois x moins 1 fois x plus 1. Quand je dis tantôt, c'est dans un vidéo précédent, la vidéo 5.1.4, on a vu qu'on arrivait à une différence de carré qu'on peut simplifier de cette façon-ci. Ceci étant dit, on pourrait aussi s'intéresser à la seconde dérivée. La seconde dérivée, elle va être plus facile à faire sur la première expression non factorisée. La deuxième, c'est pour nos valeurs critiques. Donc, f' de x ici. Si on dérive f' de x une deuxième fois, on arrive à 12x carré moins 4. Donc, quelque chose comme 4 fois 3x au carré moins 1. À ce moment-ci, on cherche nos valeurs critiques de f' de x. f' de x égale 0 si et seulement si x égale 0, x égale 1 ou x égale moins 1. Ce sont les trois valeurs qu'on avait trouvées aussi là, dans la vidéo 5.1.4 où on parlait de cette fonction-là avec le tableau des signes. Maintenant, on va évaluer notre deuxième fonction, notre deuxième dérivée plutôt, avec ces trois valeurs-là pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, premièrement, f' de 0, 4 fois 3 fois 0, moins 1. Donc, 4 fois moins 1 égale moins 4. On a une valeur qui est plus petite que 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans notre théorème? Ça veut dire que f de 0 est un maximum, je vais l'écrire simplifié, est un maximum relatif. f' de 1 cette fois-ci. 3 fois 1, ça me donne 3, moins 1, ça me donne 2, fois 4, ça me donne 8, qui est plus grand que 0. Donc, f de 1
c'est un minimum relatif. Encore une fois, à partir de mon théorème 5.5. Finalement, f' de moins 1. 3 fois moins 1 au carré, ça va me donner 3 encore une fois. Moins 1, ça me donne 2 fois 8. Fois 4 plutôt, ça me donne 8, qui est plus grand que 0. Donc j'ai encore ici un minimum relatif. Ces trois réponses-là concordent avec les réponses qu'on a trouvées dans la section 5.1.4. On avait trouvé un max lorsque x égale 0 et des minimums lorsque x est égal à moins 1 et à 1. On voit qu'avec nos dérivées secondes, ça va quand même plus vite. Tout ce qu'on a à faire, c'est 3 calculs, ou le nombre de calculs qui correspond au nombre de valeurs critiques. On n'a pas besoin d'aller construire le tableau des signes et d'aller analyser le sens de notre fonction à ce point-ci. On voit qu'on a donc un deuxième outil qui nous permet de sauver du temps lorsqu'on essaie de solutionner des maximums et des minimums relatifs. Dans votre tour de jouer, essayez la question classe 5.4. On vous donne la fonction f de x qui est égale à x à la 3 plus 3x carré moins 5. On travaille sur les réels. On commence par chercher la dérivée de la fonction. On trouve les valeurs critiques de cette fonction-là. Et ensuite de ça, on va estimer, on va vérifier si c'est des maximums ou des minimums à partir de notre test de la dérivée seconde. Donc faites pause dans votre vidéo, essayez ça de votre côté, puis on se revoit dans un instant. Dans ce cas-ci, en A, avec notre fonction f de x, on peut trouver la dérivée assez facilement. On a un polynôme, donc f' de x, c'est assez facile à trouver. On va avoir 3x au carré plus 6x, et le 5 disparaît. Donc ici, on peut simplifier ça comme étant 3x fois x plus 2. À ce moment-ci, les valeurs critiques, qu'est-ce qu'elles sont? Pour que ce soit égal à 0, on veut que x soit égal à 0 ou que x égale à moins 2. Avec ces deux valeurs critiques-là, on va faire nos tests de la dérivée seconde. Donc, j'ai besoin de ma dérivée seconde pour commencer. Je vais y aller avec la première version de la dérivée première pour ne pas avoir à utiliser des formules de dérivation du produit. Dans ce cas-ci, je vais obtenir 6x plus 6 ou simplement 6 fois x plus 1 si on simplifie notre expression. Ce qui veut dire que f' de 0, ce sera égal à 6 fois 1. Donc 6 qui est plus grand que 0. Ce qui veut dire que f de 0 est un minimum relatif. On se souvient que lorsque la dérivée est positive, on a un minimum. Lorsqu'elle est négative, on a un maximum. On fait la même chose avec f' de moins 2. Dans ce cas-ci, je remplace x par moins 2. Moins 2 plus 1 me donne moins 1. Fois 6 me donne moins 6, qui est plus petit que 0. Donc, f de moins 2 est un maximum relatif. Aussi simple que ça. Pas besoin d'aller chercher le tableau des signes. Tout ce que j'ai besoin, c'est ma dérivée première, dérivée seconde. J'évalue mes valeurs critiques pour trouver si c'est un minimum ou un maximum. Et ça se fait très facilement. Maintenant, on va regarder un exemple 5.11 où il va y avoir un problème. Un problème qui vient de notre condition pour le test de la dérivée seconde. On va se rendre compte que cette fonction-là, ici, on ne pourra pas aller chercher ses max et ses min à cause de cette racine-ci en particulier. Donc, on fait notre démarche. On va aller chercher h' de x. Dans ce cas-ci, h' de x, on va pouvoir le trouver sur cette fonction-là. Pour solutionner ce problème-là, je pense que même avant d'aller faire ça, on peut se permettre une étape supplémentaire. On va réécrire h de x pour que ce soit une notation avec un exposant plutôt. Ce sera plus joli pour nous. Donc on va prendre 4x plus 2. Et là, on avait un exposant 2 et une racine cubique. Donc on a l'exposant 2 tiers. Et ça, c'est plus facile à travailler. C'est plus facile à traiter lorsqu'on fait notre dérivée. Donc à ce stade-ci, on peut trouver la dérivée de h. Dérivée de 3, ça disparaît. Dérivée de moins 4x plus 2 à la 2 tiers, ça deviendra moins 2 tiers 4x plus 2 à la moins 1 tiers fois la dérivée de l'intérieur, donc fois 4. Ce qui correspond à moins 8 sur 3 fois la racine cubique de 4x plus 2.
Ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Là. Mon 4 et mon moins 2 se sont multipliés pour avoir moins 8. Et mon exposant négatif est devenu positif à notre dénominateur ici pour éviter de travailler avec un négatif. Et surtout, pour voir facilement où il est le problème de cette dérivée-ci. Rapidement comme ça, si je cherchais est-ce que h' de x pouvait être égal à 0, ben je me rends compte que ça n'arrivera jamais. Parce que mon numérateur sera jamais égal à 0. Et je peux pas arranger mon x pour que ça devienne 0 dans ce cas-ci. Donc, si c'est impossible d'avoir h' de x égale à 0, ça veut dire que, en retournant dans mon théorème 5.5, je ne peux même pas utiliser mon test de la dérivée seconde. Parce que les valeurs critiques qui m'intéressent dans mon test de la dérivée seconde, ce sont seulement celles qui annulent la dérivée. Dans ce cas-ci, il n'y en a aucune. Comme h' de x n'est jamais égal à 0, le test de la dérivée seconde, est inutilisable. Les conditions ne sont pas remplies, je ne peux pas utiliser mon théorème dans ce cas-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai pas le choix, je dois utiliser mon test de la dérivée première, je vais aller chercher mon tableau des signes, aller traiter l'augmentation et la diminution de notre fonction croissance-décroissance pour trouver les max et les min. Dans l'ensemble, un dernier exemple, exemple 5.12, on se donne deux fonctions. f de x est égal à x à la 3 et g de x est égal à x à la 4. À ce moment-ci, on cherche les minimums et maximums de ces deux fonctions-là en même temps. Donc, je vais avoir besoin des deux premières dérivées pour f de x et des deux premières dérivées pour g de x. Je commence par f de x. f' de x, dans ce cas-ci, ce sera 3x au carré. Et la dérivée seconde, ce sera 6x. Ça se fait bien, on sait comment faire ça, c'est seulement un exposant sur le x. On fait la même chose avec x, avec g de x cette fois-ci. X à la 4, ça deviendra 4x à la 3. Et 4x à la 3, ça deviendra 12x au carré. Avec ces informations-là, je vais chercher les valeurs critiques de f, valeurs critiques de g, et j'essaie d'analyser qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Donc, pour f de x, la dérivée de f de x sera égale à 0 si et seulement si quoi? Ben, seulement si x est égal à 0, c'est la seule valeur qui va l'annuler. Et pour g de x, la seconde dérivée égale à 0, si et seulement si quoi? Ben, encore une fois, si et seulement si x est égal à 0. Donc les deux fonctions ici ont une valeur critique en x égale à 0. Vérifions si on est capable de déterminer qu'est-ce qui est quoi dans ce cas-ci. On va aller chercher f' de 0. Dans ce cas-ci, f' de 0, 6 fois 0, c'est égal à 0. Pour g de x, g' de 0, 12 fois 0, c'est aussi égal à 0. Je reviens à mon théorème 5.5. Ma dérivée seconde est égale à 0 dans les deux cas. Je ne peux donc pas conclure. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce point-là. Je ne peux pas assumer qu'il y a un maximum en 0 pour f de x ou qu'il y a un maximum en 0 pour g de x parce que j'ai pas assez d'informations. La dérivée seconde n'est pas suffisante à ce point-ci pour aller donner le résultat de ce problème-ci. Pour s'en convaincre, on peut regarder les graphiques de ces deux fonctions-là. Vous les avez dans le manuel, je vais les refaire à la main rapidement. Pour f de x est égal à x à la 3, on a une fonction qui ressemble à ceci. Avec un point critique, évidemment, x égale 0. On voit dans ce cas-ci que c'est ni un max ni un min, mais on ne pouvait pas l'assumer avec notre résultat de notre test de la dérivée seconde. Et dans l'autre cas, pour la fonction x à la 4, g de x égale x à la 4, on a une fonction qui ressemble à ceci, presque une parabole là, dans ce cas-ci, et on voit que en x égale 0, on a un minimum. Mais on ne pouvait pas non plus l'assumer avec notre résultat du test de la dérivée seconde. On se rend compte qu'il y a des limites à notre test de la dérivée seconde. Il est efficace lorsqu'il fonctionne, mais quand il ne fonctionne pas, il ne sert à rien. Donc ce test-là, on l'utilise si on veut, mais très souvent, on n'aura pas le choix de revenir à nos autres méthodes pour aller chercher si c'est un minimum ou un maximum à ce stade-ci.
Ceci étant dit, ça fait le tour des exercices, des exemples plutôt de la section 5.1. Ce qui veut dire qu'on est rendu aux exercices 5.4. Vous retrouverez ça à la page 277. Essayez ça, vous avez tout ce qu'il faut pour les accomplir. Les solutions sont sur le portail. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Teams, ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là. Sinon, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo pour poursuivre le chapitre 5. On va se lancer dans la section 5.2, on va parler d'extrémum absolu d'une fonction cette fois-ci.